Bonjour François Bayrou. Bonjour. Merci de m'accueillir ici à Pau. On est au Palais Beaumont, qui est une sorte de palais des congrès de la ville. C'est une ville dont vous êtes bien sûr le maire depuis 2014. Et ce qui m'a frappé, c'est que je vous ai proposé qu'on réalise cette émission soit à Paris, soit ici à Pau. Et vous avez insisté pour que ça se fasse à Pau. Et j'ai senti qu'il y avait presque chez vous le sentiment qu'ici vous seriez davantage libre pour pouvoir dire ce que vous pensez, pour pouvoir vous exprimer. Est-ce qu'il y a le Bayrou de Paris et le Bayrou de Pau, comme il y aurait le rat des villes et le rat des champs? D'abord, ce n'est pas tout à fait les champs. C'est une ville qui est la capitale d'une région historique, historiquement Bien très sûr, importante, bien que à la pas question très des nombreuse. territoires, c'est-à-dire qu'il y aurait celui de Paris et celui d'ailleurs. Bon, moi, j'ai l'impression d'être le même partout, mais probablement, vous le dites, c'est plus libre ici, parce qu'il y a moins votre pression, enfin la pression des médias, les caméras, et puis, c'est ici que je suis né, que j'ai grandi, que ma famille s'est formée et a grandi, et que j'ai conquis tous mes mandats de représentation politique sans exception. Et puis c'est une ville dont je crois pouvoir dire que nous avons changé le visage en quelques années. Et donc oui, je suis plus à ma place de responsable que dans les débats politiques que j'accepte, hein, que j'assume. Que vous ne fuyez pas. Que je ne fuis pas, en rien. Parce que j'ai toujours pensé que être citoyen, c'était être citoyen enraciné et citoyen dans le débat le plus large possible. Mais avoir ce lien, justement, le nouveau mot un peu à la mode, c'est le mot de territoire. On va y revenir largement. Je disais qu'on aurait pu le faire à Paris, parce que vous êtes aussi désormais haut-commissaire au plan, qui a d'ailleurs des bureaux à Paris. Vous avez été ministre, vous êtes bien sûr mêlé à la politique, à la vie politique depuis des années. Vous le disiez du point de vue de l'élu, mais aussi ministre de l'Éducation, éphémère ministre de la Justice. Vous avez œuvré à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Vous en avez été même l'un des rouages, avec la complicité, la légitimité, je dirais, que vous lui avez apporté. Et votre regard sur la France et sur lui à un an des prochaines élections, il est particulièrement attendu. Je vais être assez direct. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu quand même? Non. Non. Si je l'étais, je vous le dirais. Pas du tout. C'est un homme très jeune, naturellement, que je ne connaissais pas avant de le soutenir. Et pas une seule fois dans ces 4 années, je n'ai eu le sentiment de m'être trompé. Vous n'avez jamais regretté? Il m'est souvent... jamais. Il m'est souvent arrivé de penser que naturellement, je lui avais dit d'ailleurs le premier jour, sous vos caméras, il lui manquait les années d'expérience qui sont très utiles quand on assume une fonction aussi impressionnante que celle-là. Mais son élection, il y a toujours des raisons aux choses. L'élection d'un homme si jeune, c'était aussi que le pays avait besoin d'un renouveau. Alors, évidemment, comme vous savez, il a été frappé par des tsunamis successifs, comme probablement, rarement des présidents avant lui ont été frappés. Et il en a mûri. Il a métabolisé, comme on dit en médecine, c'est-à-dire intégré et il s'en est changé. Les grands événements du monde et les grands glissements de la société dans lesquels nous sommes. Mais jamais une seule fois je n'ai été déçu ou vous savez, ces sentiments de gêne que parfois on éprouve, y compris à l'égard de ses propres amis, en disant qu'ils ne sont pas exactement ce qu'on voudrait. Lui, jamais, pour moi en tout cas. Sur le plan de l'expérience, on va y revenir avec notamment sa façon à lui de retourner aujourd'hui sur le terrain, comme il l'a refait cette semaine. Mais au fond, c'était peut-être cette alliance entre votre expérience à vous, sa jeunesse à lui, dont vous vous étiez dit que cette alchimie allait le permettre. Quand je vous dis, est-ce que vous n'êtes pas déçu? Il y a évidemment pour la France, c'est en cela que vous m'avez répondu, mais aussi pour vous, c'est-à-dire que finalement on se dit, bon...
Est-ce qu'il vous a pas un peu eu, quoi? Qu'est-ce que vous en avez retiré, notamment sur des batailles qui sont les vôtres et qui vous sont très chères? Je pense notamment aux questions démocratiques, je pense à la Banque de la démocratie, qui devait faire vivre la démocratie autrement, je pense au proportionnel, évidemment. Alors, si vous voulez me dire que j'ai de bonnes idées, je serais d'accord avec vous. Vous êtes content de pouvoir le dire de vous-même. Donc finalement, vous avez saisi cette... Non, vous savez bien que ce sont des sujets dans lesquels je suis engagé depuis très longtemps. Est-ce que la démocratie française marche bien? Non, elle ne marche pas aussi bien qu'elle pourrait marcher. Ou en tout cas, elle est frappée de handicaps et de faiblesses qu'on pourrait supprimer. Peut-être on aura l'occasion d'en parler. Vous en avez cité deux. Le financement de la vie politique, ça ne va pas. Parce qu'évidemment, quand vous passez par des banques privées, évidemment, il n'y a pas la même objectivité, la même équité qu'on devrait trouver en respectant la vie politique et la démocratie comme elle est. Et puis, est-ce que la représentation des Français est juste? Elle est injuste. Et je suis absolument certain, à titre personnel, que Emmanuel Macron le sait. C'est pour ça que j'ai dit toujours à vos interviews que moi, je considérais que cette bataille n'était pas perdue, même si la plupart des responsables politiques s'en accommodent. Moi, pas. Je pense que la bataille, elle peut être livrée et gagnée. La bataille n'est pas perdue parce que vous avez réussi à le convaincre. Mais si, alors même qu'il est convaincu, il ne le fait pas, qu'est-ce qui bloque? Il bloque quelque chose que on n'apprend que au contact du pouvoir. C'est qu'on a beau avoir tous les pouvoirs que la Constitution donne à un chef d'État français, on ne peut gouverner que si on arrive à convaincre l'opinion et le système politique. Or, le plus difficile à convaincre, sur le sujet dont nous parlons, c'est le système politique. Ceux qui ont tout intérêt à ne pas le partager... Ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change. Sur la question des élections, vous l'avez tout de suite dit, et c'est ce qui légitime vraiment toute votre démarche, c'est que vous avez toujours été puisé auprès des électeurs, ici à Pau, votre légitimité. Emmanuel Macron, on le sent bien, il n'y a pas eu ce socle-là. Il est arrivé directement par le haut, en quelque sorte. Il retourne, du coup, régulièrement faire ce qu'il appelle des tours de France. Il a repris son bâton de pèlerin, c'est sa propre expression, en allant dans le Lot cette semaine. Il a d'autant plus besoin de ces moments-là? Alors, d'une part, il n'est pas l'homme qu'on croit. Vous avez peut-être lu, il y a un grand interview dans un journal qui s'appelle Zadig. Tout à fait. Interview très originale pour un président de la République française, parce qu'il parle de ses racines profondes, et une partie de ses racines sont ici, dans les Pyrénées, que vous apercevez presque derrière la barre des nuages. Vous envoyez des bouts si vous regardez. Et donc, c'est là, c'est chez lui, chez sa grand-mère. Et la France qu'il raconte, c'est une France qui passe la barrière des générations. Parce que c'est une France qui ressemble en partie à ce que les instituteurs des décennies précédentes transmettaient, puisque sa grand-mère était institutrice et principale de collège, et qu'elle lui a transmis quelque chose qui est assez rare chez les présidents successifs. François Mitterrand avait ça. C'est ce que j'allais vous dire. C'est le sens de la géographie. Et on le voit très bien dans cette interview. Et on le voit très bien quand on parle avec lui. Moi, j'ai la chance de parler assez souvent. Vous continuez à lui parler très régulièrement? Oui. Oui. Vous n'avez jamais, il n'y a jamais eu de moment où vous vous êtes fâché, où vous vous êtes découragé, où vous avez dit ça suffit? Jamais. Jamais. D'abord parce que c'est pas mon tempérament. Je fais pas les choses par hasard, je fais pas les choses à moitié, je change pas d'avis tous les 4 matins. Certains diront pas assez. Et donc, je sais ce que je fais quand je fais un choix. Et en général, je m'y tiens. Mais je n'en ai jamais eu la tentation. Est-ce que ça ne veut pas dire quand même un peu, avec vous, il a cette relation très directe, qui passe, je dirais, presque comme au-dessus
de cette forteresse dans laquelle il est un peu enfermé. Je ne pense pas à la forteresse au sens le palais, comme on dit, mais finalement, c'est un homme qui est arrivé assez seul, qui n'avait pas des compagnons fidèles qui seraient là pour le bousculer, pour lui dire bah là, ça ne va pas. Est-ce que, par exemple, je sais que le premier Tour de France, en quelque sorte, grand débat, vous faisiez partie de ceux qui l'y avaient encouragé, qui lui avaient dit il faut aller parler avec les Français. Mais oui. Ces Français, il n'est pas à distance de baffe, comme on dit. Lorsque le président de la République a décidé le grand débat, il y avait très peu de gens qui l'y encourageaient. Il y avait même un certain nombre de gens qui l'en décourageaient. Parce que c'était une prise de risque. Or, la manière dont les pouvoirs sont organisés, c'est qu'ils redoutent le risque. Or, le risque, c'est la vie. Et s'il y a une chose dont Emmanuel Macron est convaincu, profondément convaincu, c'est qu'il faut prendre des risques. Mais à quoi ça a servi en vrai ? À résister à des tsunamis auxquels beaucoup auraient cédé, et à forger une vision, ou à renforcer une vision. Mais regardez ces cahiers de doléances. Des Français se sont, après le grand mouvement des Gilets jaunes, ont été dans les mairies, dans les halls des mairies, pour remplir des cahiers. On a quand même l'impression qu'ils sont restés dans des tiroirs. Non. Non, alors il y en avait beaucoup et je sais très bien que quand on fait des consultations, parfois on est débordé par le nombre et qu'on n'a pas l'étude scrupuleuse qu'on pourrait ou devrait avoir. Dans ce début de Tour de France, Emmanuel Macron dit avoir été frappé par la différence entre le rapport qu'il a avec les Français il y a 2 ans quand il a été dans les territoires, où on lui parlait surtout pouvoir d'achat, et cette fois-ci où on lui parle davantage sécurité. Je voudrais qu'on l'écoute. Nous sommes dans une société qui est de plus en plus violente. Et ça ressortait beaucoup aussi des débats. Et la violence que nous avons dans la société, elle n'est pas séparable aussi des changements, je l'ai plusieurs fois dit, un peu anthropologiques que nous vivons. Il ajoute, nous vivons dans une nation qui a un sentiment d'insécurité. Est-ce qu'il y a un sentiment d'insécurité ? Oui, jour après jour, vous avez des agressions et des drames. Alors c'est chaque fois un agresseur, avec des victimes, parfois des victimes qui meurent, qui sont blessées, mais quand ça se réédite tous les jours, quand ça se représente tous les jours, oui, ça crée un sentiment de... on ne peut pas supporter ça, on ne peut pas supporter de vivre comme ça. Je reprends cette formule d'Emmanuel Macron quand il dit qu'il y a un sentiment d'insécurité. Ça fait quand même écho à la campagne de 2002, Lionel Jospin, qui tout d'un coup s'était retrouvé face à une France qui avait un sentiment d'insécurité que peut-être, contrairement à Emmanuel Macron, il n'avait pas décelé, en tout cas pas un an avant l'élection. Vous étiez candidat en 2002. Est-ce que vous n'avez pas peur que justement, sur ces questions de sécurité, Emmanuel Macron se casse un peu les dents ? Appeline Malherbe, je n'ai peur de rien. Je pense que la peur n'est pas une attitude politique, n'est pas un sentiment politique. Mais vous jouez un peu sur les mots. Non. J'aurais pu le dire autrement. Ouais. Est-ce que vous ne craignez pas pour Emmanuel Macron, et c'est peut-être le moment de le lui dire, que sur les questions de sécurité, il faut se réveiller, quoi. Je sais que c'est pour lui une préoccupation de chaque instant. Je sais qu'il est profondément préoccupé par l'organisation de l'État sur ces sujets. Je sais qu'il souffre de la difficulté de relation entre le haut et le bas, y compris sur les problèmes de sécurité. Je sais quel est son sentiment sur ce que ressentent les policiers, par exemple. Sentiment d'être assez souvent incompris, de difficultés de relation avec la justice. Oui, mais là, on est dans le constat. Non, mais... Quand est-ce que ça bouge ? Quand est-ce que ça change ? Écoutez, franchement, les efforts qui ont été faits pour que, sur le terrain, il y ait une espèce de réarmement, l'état des commissariats, c'est des choses concrètes. Le fait qu'on ait pu mettre de la police de sécurité du quotidien, comme on dit, y compris chez nous. Le fait que quand on repère un quartier sensible, on mette plus de moyens sur ce quartier sensible. C'est vrai en sécurité, c'est vrai pour l'école. On a fait la même chose pour l'une et pour l'autre. Donc
il n'est pas vrai qu'il ne se passe rien. Vous me faites penser à ce qui s'est passé cette semaine et qui est vraiment à la croisée des deux choses que vous dites, sécurité et éducation. À Rennes, une école qui est au milieu d'un quartier avec des dealers. Et en fait, ils luttent depuis des années, mais en fait, rien ne se fait. Les dealers installent tranquillement leur petit commerce aux portes de l'école. Vous savez ce qu'ont fini par décider les professeurs et la mairie? Eh ben, de mettre des grandes bâches sur les grilles de l'école. Parce qu'en fait, comme ils n'arrivent pas à éradiquer la violence, les trafics, eh bien la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est au moins que les élèves ne le voient plus. Donc ils ont caché et mis ces bâches. Est-ce que c'est pas le symbole de ce qui se passe en France aujourd'hui? C'est-à-dire qu'en fait, on n'y arrive pas. Et donc, au fond, on a l'éducation et l'insécurité qui sont confrontées l'une à l'autre et on se contente de mettre des bâches. C'est votre métier et donc il est normal que vous l'exerciez en mettant en exergue. Mais honnêtement, si vous faites le tour du pays, combien d'écoles ont des bâches pour séparer de la réalité? Mais est-ce que c'est pas une de trop à Rennes? Non, bah, c'est une de trop et c'est pas acceptable. Et si la police nationale, la police municipale, je ne sais pas s'il y a une police municipale à Rennes, mais on a, en tout cas dans une ville comme la mienne, mis en place un réseau de vidéosurveillance suffisamment fourni pour que ça rende absolument impossible ça. Si cette affaire se passait à Pau, il y aurait dans la demi-journée l'installation de caméras de surveillance dont les images seraient répercutées immédiatement à notre centre de sécurité urbaine, c'est-à-dire à la police municipale et à la police nationale. Et on aurait des patrouilles et on aurait ce qu'il faut. Lorsqu'un fait se reproduit tous les jours comme ça, il est inacceptable qu'on soit désarmé et qu'on ait les bras ballants. Je voudrais qu'on dise un mot des régionales. C'est dans 15 jours, François Bayrou. On parlait des territoires, on a quand même l'impression qu'à chaque fois, c'est aussi là que vous repuisez la légitimité. Cette légitimité, à aucun moment, ni au moment des municipales, ni des régionales à venir, En Marche n'aura vraiment réussi à creuser son sillon. C'est très long de construire un parti. Vous l'excusez à chaque fois, hein. Vous trouvez toujours... Non, mais vous êtes cohérent, vous avez dit que vous n'étiez pas déçu, Écoutez, on le voit bien, vous ne l'êtes pas. Tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Je le soutiens aujourd'hui parce que je vois l'orientation et que je crois que l'orientation est bonne et que la double intuition de ce que nous avons à reconstruire un pays par la reconquête, par des créations, par l'esprit d'entreprise, elle est juste et que ça ne se fera que si l'État change, elle est juste et que ça ne se fera que dans un cadre européen qui acceptera de se défendre au lieu d'être constamment en train de subir. Si vous prenez ces trois certitudes-là, et la quatrième qu'on a besoin d'être défendu, pas seulement en sécurité intérieure, mais aussi dans les drames du monde extérieur, avec une défense nationale qui tienne et pèse la route. Tout ça, c'est juste. Donc, je dis, quand c'est juste, je veux être en soutien. Quand vous voyez la montée du Rassemblement national, et notamment avec plusieurs régions qui, en tout cas d'après les sondages d'opinion, sont gagnables pour le Rassemblement national, comment est-ce que vous expliquez ce phénomène? Est-ce qu'il y a un moyen de lutter pour vous, pour Emmanuel Macron? Oui, c'est pas un moyen de lutter. Il n'y a qu'une voie de lutter. Mais je vais vous dire quelque chose qui peut-être est différent de ce que beaucoup de responsables politiques vous disent. C'est pas en faisant du Rassemblement national l'épouvantail universel que des batailles comme celle-là se gagnent. Passer sa vie dans l'obsession de Marine Le Pen ou de sa famille, c'est pas du tout comme ça qu'on construit un pays. On construit un pays dans, au contraire, une envie, une adhésion. Mais pardon, on a quand même un peu l'impression qu'En Marche, ils sont dans l'obsession du Rassemblement national. Mais là, je ne vous parle pas d'un parti politique ou d'un autre, ou d'une majorité ou d'une autre. Je parle du pays, je parle des Français et des responsables politiques ou de ceux qui aspirent à l'être ou qui le sont. Je ne suis pas partisan de l'obsession du Front national. Le meilleur moyen de se battre, c'est de porter un style
et un projet attractif. Et le style est pour moi aussi l'énergie, la volonté, l'optimisme, parfois la capacité d'être rempli d'inquiétudes et de soucis, et parfois la capacité de sourire ou de rire, d'être avec les Français comme ils sont dans leur vie. Cette manière de vivre positive est plus importante pour gagner les batailles que de passer son temps dans l'obsession de la crainte, la peur. Mais il y a aussi des moments où il faut que les choses soient très claires et dites. En 2002, Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen, vous-même, comme d'autres, n'hésitez pas et dites il faut faire front. Oui. Quand même, ce front républicain, c'est une expression qu'on n'entend quasiment plus. Oui, ben vous voyez bien, chacun... Aujourd'hui... chacun joue sa carte. Il ouais. Faut dire les choses comme elles sont. Ouais. Chacun considère que, ma foi, les grands combats doivent passer après les intérêts de parti. Je crois qu'il se trompe. Mais encore une fois, je ne veux pas me placer dans cette seule obsession. Vous voyez, on a, en 30 ans, on a laissé s'effondrer l'appareil productif du pays. Eh bien, il faut le reconstruire. Et ça ne se fera pas en ayant peur du Front National. Hein. Ça se fera en portant des décisions, des orientations, des méthodes qui ont été oubliées depuis 30 ans et qui doivent être reprises. Et vous avez justement remis au goût du jour la planification. Vous parliez tout à l'heure de la question de l'efficacité. En voilà, en tout cas à vos yeux, un des outils. Vous êtes donc haut commissaire au plan depuis le mois de septembre dernier. Et l'une de vos toutes premières notes, au fond, en tout cas celle qui a fait le plus de bruit, c'est l'idée d'un pacte national, je vous cite, un pacte national pour la démographie afin de sauver le modèle social français. Et ça passe par deux biais, enfin deux voies. Avoir plus d'enfants, relancer la natalité française et accueillir davantage de personnes issues de l'immigration. Je n'ai jamais écrit cela. Alors qu'avez-vous écrit ? Simplement, il faut un équilibre naturellement et il faut qu'il y ait une harmonie dans le pays qui fasse Vous avez bien dit qu'il fallait sauver le modèle social français avec un pacte national. Oui, mais je n'ai jamais pensé, ni dit, ni soutenu, je vais vous expliquer pourquoi, que l'immigration était une réponse à ça. L'immigration, c'est une réalité. Trop souvent, parce que nous n'avons pas chez nous la volonté de prendre un certain nombre d'emplois absolument nécessaires et qu'on refuse d'assumer dans le tissu de la société française comme elle est, les Allemands ont dû faire la même chose. Ils sont allés chercher en un seul coup 1 million de personnes en une seule année. Et ce n'est pas ce que je souhaite pour chez nous. Pourquoi ? C'était pas forcément une bonne chose ? Je pense que le patronat allemand avait exigé qu'il y ait un tel apport de population. Quand c'est une natalité qui est encore bien plus faible que la nôtre. Quand c'est en une seule fois, à la limite, on peut estimer que la coagulation se fait, ou que l'osmose se fait. Mais ce n'est pas mon point de vue. Mon point de vue est que, naturellement, il y a une immigration et qu'il faut la prendre en compte et réussir son intégration. Et qu'il continuera à y en avoir. Ceux qui vous disent qu'on va passer à l'immigration zéro, pour moi, se trompent parce que si vous regardez l'état du monde et l'équilibre du monde, alors vous vous apercevrez que il y a des continents entiers qui se développent du point de vue de la population à vitesse grand V. C'est illusoire de penser qu'on pourrait mettre pause l'immigration comme certains candidats le promettent. Oui, ils le promettent, mais ils ne le feront pas. Il y en a déjà qui ont promis ça. Hein. Ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Ce qu'il faut obtenir, c'est une immigration maîtrisée, régulée. Une immigration dont on reprend le contrôle, qu'on ne subit pas. Qui n'est pas une immigration dans laquelle nous sommes, ou devant laquelle nous sommes désarmés. Raison supplémentaire pour laquelle il faut avoir un équilibre des populations. Si vous avez une population qui fléchit du point de vue démographique, alors le monde qui vous entoure et qui lui est en progression, je pense à l'Afrique par exemple, naturellement le jeu des vases communicants jouera.
Qui vous a caricaturé? Parce que vous, en effet, alors peut-être que moi-même je me suis trompée, hein, mais c'est vrai que quand on a lu les rapports de cette note, on a eu l'impression que les deux réponses sur un pied d'égalité, c'était natalité, immigration. Il se trouve que ce n'est pas vrai et que si on avait pris la peine de lire cette note, comme j'assume toujours ce que je dis, on aurait vu que c'était pas vrai. Mais vous savez ce que c'est, votre métier, la première dépêche commande tout le reste. Un mot sur la question du pacte des générations, qui est une des choses aussi sur lesquelles vous insistez. Vous dites notamment qu'il est nécessaire que ça passe, le modèle français, par une solidarité entre les générations. Cette semaine, Emmanuel Macron a laissé entendre que la réforme des retraites serait abandonnée, en tout cas que ça n'était pas le moment. Est-ce que de ce point de vue-là, vous vous dites que c'est une bonne chose? C'était pas le moment? Je ne suis pas sûr que le moment d'une campagne électorale soit le bon moment pour traiter de la réforme des retraites. Oui, sauf qu'entre la dernière campagne électorale et celle-ci, il n'y a pas eu vraiment de moment pour faire quoi que ce soit. Ben si, ils ont essayé, peut-être pas comme il aurait fallu. Ceci est autre chose. La réforme des retraites est inéluctable. Ce que défend cette note, c'est que le contrat social français, là, précisément la colonne vertébrale de la formation du pays, de la nation. Pourquoi est-ce qu'on se sent du même pays? Ça a plusieurs raisons. La langue en est une, l'État en est une, et le contrat social. Nous sommes solidaires. On est un des seuls pays à avoir choisi les retraites par répartition. Qu'est-ce que ça veut dire, retraite par répartition? C'est que chacun n'acquiert pas des droits au fur et à mesure de la vie. Ce sont les actifs qui paient au jour le jour, au mois le mois, pour payer les pensions. Mais avec ce grand risque, qui est ce risque de la pyramide des âges. Et si la pyramide des âges s'effondre, les retraites s'effondreront, la vie s'allongeant, le fait qu'on travaille moins d'années, tout ça met en péril les retraites. Mais alors, si je vous écoute, cette réforme des retraites, elle est absolument nécessaire. Elle ne sera donc pas faite, on l'a bien compris, en tout cas pas pendant ce quinquennat. Elle sera au cœur de la campagne présidentielle. Et chacun viendra et dira si oui ou non il est déterminé à assumer cette réforme pour une seule raison, c'est que les pensions continuent à être payées. Parce que si on va dans le sens des bras ballants et de se désintéresser du sujet, alors un jour, ce sont les pensions qui seront en question. Mais ça veut un quoi jour, dire peut-être prochain, ce sont les pensions qui seront en question. Et là, la réforme des retraites, elle aurait été menée à son terme s'il n'y avait pas eu l'épidémie que vous avez vécue comme nous l'avons vécue et qui a en effet, gilets jaunes et épidémie, c'était quand même deux grosses vagues de tsunami. Épidémie, il n'y est pour rien, tout le monde l'a subi. Oui. Gilets jaunes, pardon, mais ça fait aussi partie d'une forme de réponse à l'élection d'Emmanuel Macron. Non, ça fait partie d'une réponse à 30 années de rupture entre la base de la société, ceux qui travaillent, ceux qui sont au chômage, ceux qui sont à la retraite, et le prétendu sommet, l'État du haut, qui regarde comme ça, d'un air un peu condescendant, la base du pays. Et ça, ce que les Gilets jaunes ont dit, ou en tout cas ont manifesté, ce qu'ils ont transmis, c'est ça, c'est l'insupportable situation de ceux qui font vivre le pays et qui ont le sentiment qu'ils ne sont pas pris en compte. Mais est-ce que ce n'est pas un peu facile d'arriver au bout du quinquennat en disant, bon, on n'a pas pu réformer, mais on y était pour rien, donc il faut qu'on recommence? Oui, moi je ne dirais pas ça. Je pense que beaucoup de choses ont été faites et tout le monde s'en rend compte. Regardez l'effort qu'on a fait précisément en face de l'épidémie. Est-ce que vous connaissez un autre pays dans le monde dans lequel on ait autant soutenu les salariés, les entreprises, les gens qui sont au chômage, les intermittents du spectacle? On a investi ou dépensé des sommes considérables pour maintenir l'unité du pays. Et ça n'était pas facile.
Et on ne peut pas dire qu'ils s'en sont lavé les mains. Hein. Et franchement, aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. Et déjà pas si mal. Qu'avoir été salarié en France, ça n'avait rien à voir avec être salarié ailleurs où on n'avait pas du tout les mêmes droits. Sauf que tout ça, ça a évidemment creusé le déficit, creusé la dette. Vous, en 2007, alors que vous étiez candidat à la présidentielle, vous faisiez de la question de la dette une question cruciale. Et vous je n'ai pas changé d'avis. Je vous cite, la réalité du déficit et de la dette qui est en train d'écraser les générations les plus jeunes qui sont là, d'une manière irresponsable, scandaleuse et immorale. Ça, c'était en 2007. Depuis, ça n'a fait qu'empirer. Et vous dites, je n'ai pas changé d'avis ? Et peut-être vous vérifierez ainsi qu'il m'arrive d'avoir raison avant bien d'autres. Et après tout, je revendique ça. Mais cette dette-là, comme vous le savez, avec le plan consacré une note de prospective à cette dette-là. Cette dette-là, elle n'est pas une dette comme les autres. C'est une dette de guerre. Nous n'avons pas eu le choix. Ça veut dire que cette dette, il faut l'échelonner. Il faut, la proposition que j'ai faite, il faut considérer que pendant 10 ans, on va faire un différé d'amortissement. On le fait bien quand on achète une maison. On fait un différé ou un appartement. On peut faire un différé d'amortissement. Et dans 10 ans, on en reprendra le remboursement en l'étalant suffisamment pour qu'on puisse le supporter. Pourquoi peut-on le faire ? Parce que, comme vous savez, l'argent aujourd'hui est extrêmement peu cher. Mais j'ai ajouté une deuxième chose, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut un plan Marshall pour reconquérir la production du pays. Mais on la a encore des sous là à mettre dans le plan Marshall ? Il faut les emprunter. La production industrielle, la production agricole, les services. On ne peut pas supporter les déséquilibres dans lesquels nous sommes enfermés depuis si longtemps et qui font que, vous vous rendez compte, la France, déséquilibre commercial de la France, c'est quelque chose comme 70 ou 75 milliards d'euros par an. Et les Allemands, c'est 250 milliards d'excédents. Les Allemands ne sont pas beaucoup plus intelligents, ni beaucoup moins, j'espère. Pas une différence d'intelligence, c'est une différence d'organisation et de volonté du pays. Et donc on a à reconstruire, à partir à la reconquête. Et je n'ai pas d'autre certitude que celle-là. La bataille n'est pas perdue, encore faut-il la livrer, ça fait 30 ans qu'on ne la livre pas. Livrer la bataille sur la réindustrialisation du pays, sur relancer le pays. Là encore, il va y avoir besoin d'une sorte de pacte, peut-être le renouveler. On a bien compris qu'il ne s'était jamais rompu. Il ne s'est jamais rompu entre les deux hommes que vous êtes, Emmanuel Macron, vous-même. Mais il est quand même très distendu entre vos équipes. J'en veux pour preuve cette tribune, c'est le magazine L'Obs qui le révèle, cette tribune qui devait être signée par les parlementaires La République En Marche, Agir et Modem sur une idée de Stéphane Séjourné qui est conseiller politique du président. Et visiblement, il semble que vos troupes n'ont pas accepté de ratifier ce texte. Officiellement, on dit que c'est une question de timing, mais Patrick Mignola, qui est quand même le patron des députés Modem, dit c'est une blague, cette question de timing. La vérité, oui, c'est qu'il dit que cette tribune, elle versait dans l'autosatisfaction. C'est pas une maison commune. C'était pas vraiment une maison commune. Chacun son style. Et moi, quand on m'amène une tribune déjà écrite, en me demandant simplement de la signer, je n'ai de ma vie jamais signé une tribune que je n'ai pas écrite. Et surtout, vous voyez bien, que des parlementaires signent des tribunes pour expliquer que leur président est un grand homme et que jamais il y a eu des actions politiques aussi brillantes, c'est pas notre style. Parce que c'est difficile à faire comprendre, surtout à des gens qui sont sympathiques et bien intentionnés. Quand vous allez devant le pays en disant « Regardez comme mon champion est formidable », forcément, ce que vous vous attirez, c'est un peu d'ironie ou en tout cas un peu de réticence. C'est pas comme ça, pour moi, qu'on fait de la politique. Si je vous écoute bien, en fait, quand on a eu des députés de La République En Marche qui disaient « nous avons une pensée trop complexe, nous sommes trop intelligents », en fait, c'est un peu là-dedans qui tombe, là, à nouveau, quoi. Vous voyez bien, il y a des approches différentes, des styles différents. Mais c'est marrant, parce qu'en même temps, vous n'hésitez pas à dire qu'il est formidable.
Mais vous ne voulez pas que... Mais je ne fais pas signer des tribunes pour le dire. Je pense que plus on parle de manière authentique, personnelle et sincère, moins on passe par les moules habituels de la politique, et mieux c'est parce qu'on est davantage crédible. Sauf qu'au final, ce genre de tribune qui pourrait être une tribune commune entre vos députés et c'est pas et des les tribunes siens... communes qu'il faut, c'est des actions communes. C'est pas des protestations publiques avec des tambours et des trompettes et des violons. Mais précisément, c'est pas comme ça qu'il faut je vous pose un peu la faire. question. Est-ce que vous vous êtes pas fait un peu avoir? C'est-à-dire, est-ce que le MoDem Non, a eu son compte? Je vois que vous voudriez me le faire dire, mais je ne peux pas vous dire oui parce que je ne le pense pas. Alors, je vais aller encore un peu plus loin. La Ve République, c'est pas un marchandage. Ceux qui croient que c'est des rapports de force dans lesquels l'un va obliger l'autre, ils n'ont rien compris à la Ve République. La Ve République, c'est une adhésion. Vous avez quelqu'un qui est élu à l'élection de qui vous participez, et après, vous êtes dans un rapport de confiance, pas dans un rapport d'épreuve de force. Il n'y a pas ceux qui tordent le bras et les autres. En aucune manière. La Ve République, ça part de la base et pas d'un sommet qui voudrait imposer sa vision. Mais moi, en tout cas, c'est telle est ma vision. Mais bon, au final, ma il y a vision. quand même des choses que vous n'avez pas obtenues et qui, pour vous, étaient essentielles. Que nous n'avons pas obtenues pour l'instant. Et comme je vous ai dit, je n'ai jamais pensé que les batailles étaient finies. Vous n'avez donc pas renoncé et peut-être que le second quinquennat sera le bon s'il il est réélu. On verra. Il y a eu des difficultés quand même qui ont jalonné ces 4 années passées, François Bayrou, des difficultés personnelles, on va y revenir, la souffrance d'avoir perdu une de vos très proches, Marielle de Sarnez. Il y a eu des difficultés aussi juridiques, judiciaires. Vous deviez être l'homme de la justice. Aujourd'hui, on le voit bien, la justice, elle est très mal vu par une grande partie des Français. Or, le garde des Sceaux, ça aurait dû être vous. Pourquoi ça s'est arrêté? Parce qu'il y a eu cette enquête sur la question du dévoiement des financements de l'Union européenne qui, au lieu d'être utilisés pour des gens qui travaillaient véritablement pour l'Europe et pour le Parlement européen, auraient été utilisés au profit du parti, le MoDem. Le journal Le Monde révèle cette semaine que l'enquête est allé jusqu'au bout et que l'information judiciaire et les enquêteurs ont mis à jour, je les cite, un système ancien et plus ou moins informel visant à utiliser les fonds du Parlement européen afin de permettre le maintien de l'activité du parti et le niveau de rémunération des salariés de l'UDF MoDem. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds une chose simple, ce n'est pas vrai. Vous regardez dans les yeux. Ce n'est pas vrai, et le jour où on voudra s'intéresser aux preuves, on verra, on constatera que ce n'est pas vrai. D'ailleurs, il se trouve que j'ai lu ce rapport et il me semble que ça progresse un peu, parce que toutes les phrases que l'on dit, qui dit un système aléatoire, informel, et on ne peut pas quantifier, ça veut dire qu'il n'y a pas d'éléments probants qui ont été trouvés. Et soupçons, ils sont infondés. Et le jour où il faudra, ça sera prouvé. Et donc, c'est la première chose. Deuxième chose, ces accusations-là, est-ce qu'elles reposent sur quoi que ce soit de répréhensible moralement? Pas seulement pour nous. Mais pour les formations politiques, il y a le Front National, il y a les Insoumis, il y a vous dites c'est pas si grave. Mais ça, c'est pas que c'est pas si grave. Un parlementaire, c'est quelqu'un qui vit ou qui est élu grâce à un parti politique. Le fait de travailler avec son parti politique,